Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de RTI, Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons en fait continuer sur l'émission de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, nous avions parlé de quoi? En fait, quand on choisit un thème géopolitique, il y a tellement de choses qui se passent toutes les semaines dans cette région en Asie que c'était en fait, on veut dire, assez difficile. Ça peut être toujours difficile de trouver un sujet. Et nous avions la semaine dernière donc opté pour cette révolte en cours au Bangladesh, parmi les autres événements dont on aurait pu parler. Et c'est un événement en fait assez, c'est un événement qui était déjà assez important, même s'il était assez peu répercuté, surtout dans les journaux français assez obnubilés en ce moment par les JO, on peut le comprendre aussi. Et donc finalement, s'il y a une suite à l'émission de la semaine dernière, c'est parce que finalement l'émission de la semaine dernière trouve son prolongement évident dans l'actualité de la semaine qui vient de s'écouler. Pourquoi? Donc parce que si jamais, chers auditeurs, vous suivez aussi cette actualité de la géopolitique asiatique, vous savez que ces révoltes qui avaient fait donc plusieurs centaines de morts. Alors aujourd'hui, on compte notamment celle de lundi. On compte qu'il y aurait eu 300 morts de manifestants, d'opposants au régime. Et au régime donc de Sheikh Hasina, qui était donc la présidente du Bangladesh. Et donc, comme on le sait, comme vous le savez aussi sans doute, donc celle qui était la leader du parti Awami League a dû donc fuir. Elle a fui donc le lundi 5 août et elle a fui en Inde. Donc c'est une sorte de renversement, si on veut, de régime par une révolte et qui part massivement d'un processus de révolte étudiante, plutôt jeune, on va dire, lié à une réforme des quotas, lié au fait que que 30% initialement, donc l'ancienne dirigeante de Bangladesh initialement voulait que 30% des postes de la fonction publique soient attribués aux descendants de la révolution, et notamment ceux qui sont affiliés à son clan, au clan de son père. Ça a été rejeté, mais ce qui a été rejeté à ce moment-là, c'est pas simplement cette réforme, c'est véritablement les 15 ans de pouvoir de Sheikh Hasina qui ont été assimilés par les manifestants à de la dictature. Et donc cette révolte a débouché donc sur le fait que les manifestants ont pris d'assaut certaines places essentielles politiques du pays et a conduit donc à la fuite de la dirigeante du Bangladesh, donc la fuite de la dirigeante Sheikh Hasina en Inde. Et donc c'est intéressant aussi que ce soit en Inde. C'est toujours intéressant de savoir où se réfugie le leader en cas de révolte, parce que ça montre en fait où sont finalement ses principaux liens et où sont ses alliés. Et donc la dernière fois, semaine dernière, donc j'avais discuté de ces événements par rapport à l'Inde, par rapport à la Chine. On avait dit que l'Inde avait soutenu le régime de Hasina. On avait dit que celui-ci était aussi évidemment dépendant de la Chine, mais plutôt économiquement. Et on voit ici que évidemment la fuite vers l'Inde signifie que c'est bien l'Inde de Narendra Modi qui a été le principal soutien de ce régime, dont on maintenant doit parler au passé, puisque la résignation de Hasina a été annoncée par le chef de l'armée du Bangladesh, le général Waqar Uzzaman, et donc il a dit qu'il allait former un gouvernement d'intérim, et quelques heures après, il a donc le président du Bangladesh, donc qui est donc différent donc d'un premier ministre qui était la dirigeante donc Sheikh Hasina. Il a donc ordonné la libération de la chef Khalida Zia,
qui était en prison et qui était la leader du Bangladesh National Party, le BNP. Et donc on voit ce que ça montre là, c'est que aussi donc on sait que pendant ces révoltes pour Hasina, elles étaient en fait fomentées par les partis d'opposition et de fait ce sont ces partis d'opposition qui aujourd'hui donc notamment le BNP, le Parti nationaliste donc du Bangladesh et les partis musulmans, islamistes qui pourraient évidemment prendre le pouvoir et on va discuter en fait de ce que ça signifie et de comment l'interpréter. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est évidemment, comme le montre la fuite encore une fois de Sheikh Hasina en Inde, c'est que le plus grand revers, c'est évidemment pour New Delhi, pour l'Inde, parce que en fait, il faut comprendre la géopolitique du pays. Il faut voir que l'Inde est en fait entourée de pays qui sont relativement hostiles, voire tout à fait hostiles, comme le Pakistan d'un côté, la Chine d'un côté. Et si le Bangladesh, sur sa droite, devient aussi est gouverné aussi par un parti qui est un parti, on va dire, islamiste, et on sait on sait les tensions aussi entre islamistes et hindous parfois en Inde. Il est évident de ce point de vue-là que pour l'Inde, c'est quelque chose évidemment pour la géopolitique indienne, pour Narendra Modi, c'est une perte colossale en termes géopolitiques, puisqu'elle pourrait se retrouver avec tout un ensemble de pays qui lui seraient hostiles, Pakistan, Chine et Bangladesh. Et évidemment, ça serait très difficile, situation difficile, et notamment au niveau géopolitique, notamment au niveau géomaritime, puisque évidemment l'aide et le soutien à Sheikh Hasina permettait aussi à l'Inde de trouver un débouché maritime, notamment dans la baie du Bengale. Alors, pourquoi est-ce que c'est important la baie du Bengale ? Parce que la baie du Bengale, en fait, a une position stratégique entre l'océan Indien, dans toute la région de l'océan Indien, qui va de l'Afrique à l'Indonésie, et qui fait le lien aussi entre le Bangladesh, le Myanmar et l'Inde. Et cette région est d'autant plus importante qu'elle est liée au détroit de Malacca, qui est, comme on sait, un des principaux points de transit maritime qui fait le lien entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale. Donc évidemment, cette on va dire cet accès ou cette sécurisation de cette baie du Bengale, elle passe, puisqu'elle est partagée par l'Inde et le Bangladesh, elle passe évidemment par des relations de bon voisinage entre les deux pays. Et si comme apparemment ça pourrait être le cas, si le fait que Sheikh Hasina puisque Sheikh Hasina a déjà fui le pays, ça pourrait en fait installer le Bangladesh dans une transition pro-pakistanaise, avec notamment le gouvernement, comme on l'a dit, de la Ligue Awami, donc du parti Bangladesh Awami League, BAL. Et c'est évidemment pour l'Inde, ça serait évidemment un scénario extrêmement difficile, d'autant que l'Inde a aussi eu récemment une sorte une perte géopolitique, puisque le nouveau président des Maldives comme on se rappelle, il a demandé aux troupes indiennes de partir du pays pour renforcer les liens avec la Chine. Donc si on ajoute ça aussi, donc le fait que l'Afghanistan est tombé aux mains des talibans, que le Sri Lanka est extrêmement ambigu, que le Népal a aussi changé son allégeance vers la Chine, et que la situation dans le Bhoutan n'est pas si simple, on voit que cette nouvelle donnée de la résignation de Sheikh Hasina est extrêmement difficile, place l'Inde dans une position extrêmement difficile point de vue géopolitique. Alors,
il y a eu, il y a en fait dans les médias indiens ou dans les réseaux, au niveau des réseaux sociaux indiens, toute une sorte de théorie du complot, comme quoi, en fait, ça serait quelque chose qui aurait été fomenté en commun par la CIA et la Chine, qui auraient collaboré contre l'Inde. Alors, il y a toujours un peu ce fantasme un peu post-colonial de penser que l'Inde en fait c'est lié aussi à l'histoire, hein, du fait que les États-Unis avaient pris parti pour le Pakistan, et que à ce moment-là c'est la Russie qui avait aidé l'Inde, et donc il y a cette idée d'une sorte de un peu complotiste, d'une alliance assez improbable, hein, quand on y réfléchit. Il y a Chine pour amoindrir la position de l'Inde. Alors c'est assez c'est quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux indiens, qui me paraît assez peu crédible. On voit pas trop l'intérêt pour les États-Unis d'affaiblir l'Inde, alors que c'est un partenaire essentiel du Quad, que c'est un partenaire essentiel de l'Indo-Pacifique, que c'est un partenaire aussi qui entre donc dans tout cet ensemble de l'Indo-Pacifique, dont fait partie aussi l'AUKUS, et ça paraît extrêmement un peu probable, mais ça démontre encore une fois une forme de sentiment de rancœur et d'animosité de l'Inde par rapport aux États-Unis et donc à l'Occident, et qui lui fait penser que tout ce qui affaiblit l'Inde est aussi quelque chose qui est voulu donc par l'Occident, et du fait que, par exemple, quand en Europe ou aux États-Unis on critique certains éléments de la politique intérieure, c'est perçu aussi comme une attaque néocoloniale. Et donc voilà, on va pas en dire plus pour aujourd'hui, mais c'est la fuite de Sheikh Hasina, le fait que la transition politique est faite par un général, le fait que celui-ci a libéré aussi le principal leader du BNP, le fait que le parti du Bangladesh, qui est avec une tendance plutôt musulmane ou islamiste, le Bangladesh Awami League, est aussi en arrière-plan. Tout ça, évidemment, est une situation nouvelle en Indo-Pacifique. Il faut voir encore comment ça va se développer, mais c'est on va dire un setback, comme on dit en anglais. C'est évidemment des avantages importants en ce moment. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.